OK, alors bon après-midi tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Oui, super, content que vous soyez là. Bonjour. Excusez mon retard, léger retard, là, je répondais à des questions. Ben, écoutez, comme vous le savez, on va commencer le sujet 7 cette semaine. On passe 2 semaines dessus, donc ça veut dire que euh, tranquillement, tranquillement, mais sûrement, on arrive vers la fin. On a 8 sujets à étudier, donc il nous reste 2 semaines sur le sujet 7, une semaine sur le sujet 8. Ça va clore ensuite notre matière pour l'examen final. Sujet 7, comme je vous ai dit, on y passe 2 semaines. C'est pas que c'est compliqué, mais il y a beaucoup de crédits d'impôt, fait qu'on on le sépare sur 2 semaines, puis on va commencer ça cette semaine. D'accord? Donc, donc, vous reconnaissez votre portail de cours. À la page d'accueil, ici, en bas, vous avez accès au plan de travail. Vous avez un lien vers le plan de travail. Donc, semaine 11, j'imagine que vous avez fait un petit peu les lectures sur le sujet 7, le début du sujet 7, les capsules vidéo, parler des différents crédits d'impôt. Donc, on va mettre ça en pratique aujourd'hui avec le cas. Il y aura un défi Kahoot en fin de cours, votre questionnaire électronique à compléter au plus tard dimanche soir et les problèmes à résoudre après le cours pour répéter des calculs d'impôt là, pour devenir bon, hein, pour être capable de faire ça à l'examen assez rapidement. C'est ça l'objectif. Donc, je vais aller vous montrer ça dans votre volume, le sujet 7, pour tout de suite vous mettre la table un petit peu sur quoi on va travailler. Donc, comme vous le savez, à chaque début de sujet, je vous montre toujours une image qui illustre une déclaration de revenus. Vous vous rappelez qu'il y a 3 composantes avec des couleurs différentes. Ici, on a en bleu ici le calcul du revenu. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est sorti de ça. Le revenu d'emploi, c'était le sujet 4. On l'avait vu avant l'examen ITRA. On a vu que des revenus d'autres sources, des déductions dans le sujet 5. On sait qu'il y a un petit peu de gain capital des fois qui peut aussi être mis dans la partie bleue. Ensuite, la deuxième partie, c'est le calcul du revenu imposable. D'accord? On l'a étudié la semaine passée. D'accord? En gros, il y a 2 éléments qui peuvent venir abaisser ton revenu imposable. On les a vus la semaine passée. La déduction pour gain capital et les reports de perte. Donc, rappelez-vous le cas de Louis la semaine passée. Louis a vendu et sa femme ont vendu des actions d'une compagnie. Ils ont fait un gros gain ici. Puis une bonne partie du gain a été annulée en prenant une déduction pour gain capital. Il y avait beaucoup de calculs, beaucoup d'analyses. Donc, ça se traduit par une déduction aussi dans la partie verte. Puis, ce serait aussi l'endroit où on mettrait où on déduirait une perte que l'on veut utiliser cette année, une perte qui est en banque. Donc, si on a des pertes en capital en banque, puis on veut les utiliser cette année, ça se place là. Si on a des pertes hautes en capital, des pertes d'entreprise en banque, puis qu'on veut les utiliser, ça se place là. C'est ce qui nous amène à la partie rose, qui est le calcul de l'impôt. Je vais mettre des chiffres, d'accord, juste pour pouvoir vous donner un exemple de calcul de l'impôt. Mettons que dans mon année, j'ai 200 000 au niveau de la partie bleue, un revenu de 200 000. Mettons que j'abaisse mon revenu imposable, je vais arriver à un chiffre précis pour que ça marche. 179 450. Donc, ça voudrait dire que je me suis qualifié ici dans la partie verte à quelques déductions, ce qui abaisse mon revenu imposable à 79 450. La dernière étape, ça va être le calcul de l'impôt. D'accord? Je vous le montre à la page suivante. C'est juste un résumé. D'accord? Le calcul de l'impôt, ça comprend tout. Je l'avais déjà montré, mais je le répète parce que là, il faut vraiment le faire pour vrai aujourd'hui. Le calcul de l'impôt, ça comprend toujours 5 composantes. OK? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, je vais vous montrer comment on applique ces composantes-là sur, ici, regardez, un revenu imposable de 179 450. Donc, mon fameux 179 450, tantôt, il vient se placer ici dans mon calcul de l'impôt. La première étape, donc comme je vous dis, c'est vraiment ces 5 étapes-là qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va pratiquer. La première étape, c'est d'appliquer la table d'imposition en vigueur en 2024 sur mon revenu imposable. Donc, mon revenu imposable, je vais le découper en tranches et chaque tranche va subir un taux d'imposition qui est différent, qui est progressif. Donc, plus les tranches de revenu imposable sont importantes ou élevées, plus le taux d'impôt va être élevé.
D'accord? Ça, ce n'est pas la vraie tranche. Ça, c'est un exemple. Vraie tranche les vraies tranches les vrais taux d'impôt applicables en 2024, vous l'avez dans votre volume. Je vais vous le montrer dans 2 petites minutes. Allez chercher vraiment les vraies tranches de revenus imposables. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer le principe. Donc, je décortique mon revenu imposable ici de 179 450 en 3 tranches. J'applique des taux d'impôt qui augmentent de tranche en tranche et je totalise tout ça, ça me donne 39 000. Donc, ça, c'est mon point de départ. Deuxième étape, cet impôt-là de 39 000 va être abaissé par des crédits d'impôt personnel. Il y a à peu près 19, je pense que dans votre table des matières, il y a 19 crédits d'impôt personnel qui ont comme rôle d'abaisser cet impôt-là. Qu'est-ce que c'est des crédits d'impôt personnel? C'est tout simplement des situations de la vie où le gouvernement a décidé de vous aider. Donc, ne cherchez pas il n'y a pas nécessairement de logique là-dedans, il n'y a pas nécessairement de fil conducteur. C'est une liste d'épicerie, c'est un pot pourri de situations que lorsque vous les vivez, le gouvernement veut vous aider. Puis la façon de vous aider, c'est de réduire votre impôt avec un crédit d'impôt. Donc, si vous êtes étudiant, il y a des crédits d'impôt pour les étudiants, crédit pour préscolarité. Si tu es beaucoup malade et tu payes des frais médicaux, il y a un crédit pour frais médicaux. Si tu as des enfants à charge avec toi, il y a des crédits pour des personnes à charge. Si tu es âgé, il y a des crédits pour les personnes âgées. Il y a plein de situations qui donnent droit à des crédits. Donc, admettons que nous, ici, on se qualifie à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se qualifie à 8 crédits d'impôt parce qu'on a vécu 8 de ces situations-là. Voyez un petit peu les calculs. Ça donne un montant de 4 900, 5 000, là, si j'arrondis. Donc, ça va venir réduire mon 39 000. Donc, mon impôt passe à 34 000. La troisième étape, c'est d'appliquer l'abattement d'impôt du Québec. L'abattement d'impôt du Québec, c'est réservé aux Québécois, aux gens qui sont dans la province de Québec. Je vous rappelle que contrairement aux autres Canadiens, quand on envoie un rapport d'impôt au Canada, on ne souhaite pas que le gouvernement canadien fasse la perception de notre impôt de la province. Nous, on a fait le choix de payer nous-mêmes notre impôt à la province avec un système fiscal provincial. Donc, le gouvernement fédéral dit, c'est beau, pour les Québécois, on va enlever une partie de l'impôt pour reconnaître le fait qu'on ne perçoit pas l'impôt de la province. Ça s'appelle l'abattement d'impôt du Québec. C'est toujours 16,5. 16,5 de ton impôt fédéral de base. Donc, encore un moins 5 600. La quatrième étape, ici, il y a c'est ce qu'on appelle d'autres crédits d'impôt. C'est la même chose que des crédits d'impôt personnels, mais ils se placent après l'abattement. Il y en a deux, OK, qui se placent après l'abattement. On va plus les voir la semaine prochaine, peut-être, mais techniquement, il ne faut pas se tromper parce que ça ne donne pas le même résultat. Ces crédits-là, si vous les placez avant l'abattement, vous n'arriverez pas au bon résultat. Parce que des crédits qu'on place avant l'abattement, ils sont affectés par ton calcul d'abattement. Ton 16,5, il les affecte, ces crédits-là que tu as placés avant. Alors qu'un crédit que tu places après l'abattement, il n'est aucunement affecté par ton abattement, il est déjà calculé ton abattement. Donc, c'est tout ça pour dire que si tu le places au mauvais endroit, tu n'arriveras pas au bon résultat. Donc, 2 crédits d'impôt qu'on place après l'abattement, on appelle ça les autres crédits d'impôt. Donc, je vais juste montrer un petit peu ici. Ça me donne un chiffre ici pardon. Ça me donne ici un montant de 27 700. Ça s'appelle l'impôt payable. Ça, c'est vraiment ma dépense d'impôt finale. Donc, je peux déclarer haut et fort que cette année, je vais avoir payé 27 700 d'impôts au gouvernement du Canada. La dernière étape, c'est de retrancher tous les montants d'impôts qu'on a déjà envoyés au gouvernement. Donc, comme je vous ai déjà dit, quand tu fais ton rapport d'impôt, puis tu arrives à ce résultat-là, ça ne veut pas dire que tu dois faire un chèque de 27 000 au gouvernement du Canada, heureusement, parce que de l'impôt, tu en as déjà payé en cours d'année. Tout le monde a déjà envoyé de l'impôt en cours d'année. Si tu es salarié, sur chacune de tes payes, ton employeur a retenu de l'argent pour toi puis l'a envoyé au gouvernement du Canada. Si tu es un travailleur autonome, tu as sûrement fait des acomptes provisionnels, c'est obligatoire de payer nos impôts en cours de route. Donc, admettons qu'on constate que j'en ai déjà envoyé 25, bien, ça veut dire qu'il en manque 2700. Ça s'appelle un solde dû. Donc, j'aurais juste un 2700 à envoyer et il pourrait avoir le contraire aussi. On pourrait constater que ma dépense d'impôt finale est de 27 000,
Puis j'en ai déjà envoyé 35. J'en ai bien trop envoyé. Donc là, le gouvernement du Canada va dire, tiens, j'en ai bien trop, j'en ai beaucoup trop reçu. Je me rends compte que ton impôt final est de 27 000. Je vais te redonner tout ce que j'ai perçu en trop. Ça, on appelle ça un remboursement. 7 206 dans ce cas-ci. Donc, voilà, c'est exactement ces 5 étapes-là qu'il faut faire dans le problème d'aujourd'hui. Je vais vous montrer votre table des matières. Vous avez exactement les mêmes 5 étapes. Étape 1, ici, les taux d'impôt 2024. Étape 2, les crédits d'impôt personnels. Je disais qu'il y en avait 19 qui sont ici. Étape 3, ton abattement d'impôt du Québec. Étape 4, tes autres crédits d'impôt. Je disais qu'il y en avait 2. 1, 2. Et finalement, ta 5e étape, retranche tes retenues d'impôt que tu as déjà envoyées au gouvernement. Donc, on a exactement les mêmes éléments. Donc, j'invite à aller consulter chacun de ces éléments-là dans votre volume. Il y a beaucoup d'informations, surtout sur les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, ça demande quand même un peu de lecture. Il faut aller voir les critères. Est-ce qu'on se qualifie à ces crédits-là? C'est quoi les conditions? C'est quoi les calculs qu'il faut faire? Donc, bien sûr, là, vous allez avoir, c'est ce qu'on va faire comme activité. Je vais aller les voir aussi avec vous, ces calculs-là, aujourd'hui. Alors, je vous montre le problème de la journée. Vous savez où le trouver, dans le portail de cours, dans le menu Documents. Je l'ai affiché ce matin, je crois. Donc, c'est une famille, c'est une jeune famille une famille de 2 enfants, qui ont 2 enfants. Donc, rapidement, là, vous prendrez le temps de le lire tranquillement, là, mais Carole, c'est un gars à la retraite. Il a travaillé toute sa vie pour un employeur. Il a mis de l'argent dans un fonds de pension d'employeur. Maintenant, il est à la retraite. Puis, il reçoit pour chacune de ses années de retraite, là, 70 000 du fonds de pension de son employeur. Il reçoit aussi un montant du gouvernement du Québec. À la retraite, les retraités ont le droit à des montants de la Régie des rentes du Québec. 16 000 Il a encaissé des revenus dividendes. Il a fait un gain capital en vendant un terrain. En gros, ici, vous voyez un petit peu les retenues d'impôt qui ont été faits en cours d'année pour Carole là, sur son fonds de pension. On apprend que le couple souhaite fractionner le revenu de pension. Vous savez qu'il y a une partie du revenu de pension qu'on peut fractionner et envoyer dans la déclaration d'impôt du conjoint. C'est avantageux de le faire, j'en avais déjà parlé. Donc, Carole et Nathalie sont intéressées à le faire. Carole a payé des frais de scolarité pour ses 2 enfants. Voilà pour ça. Nathalie, quant à elle n'est pas à la retraite. Elle est encore au travail, une salariée. Elle fait 155 000 de salaire. Elle a aussi encaissé un petit revenu de dividende. On voit ici toutes les retenues qui ont été faites par son employeur en cours d'année. Donc, vous saurez traiter ça comme il se doit. Et maintenant, concernant les enfants, qu'est-ce qu'on apprend? Théo. Donc, Théo, il a un petit job à temps partiel. Il a fait 18 000 dans l'année. Vous voyez les retenues d'impôt qui ont été effectuées par son employeur. Puis, lui, il est étudiant au cégep, Théo. Donc, s'il y a des crédits pour les étudiants, assurément que ça va le concerner. Camille, c'est la même chose, sauf que Camille, elle n'a pas travaillé. Elle est étudiante à l'Université Laval, donc elle aussi, elle aura droit à des crédits d'étudiants. Mais autre particularité pour elle, elle souffre d'un handicap. Donc, Camille souffre de surdité profonde depuis sa naissance. Elle est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Vous allez voir aussi que dans la liste des 19 situations de la vie qui donnent droit à un crédit d'impôt, souffrir d'un handicap physique ou mental, c'est une situation qui donne droit à un crédit d'impôt. Donc, c'est sûr que Camille, ça va, dans son rapport d'impôt, il y aura un crédit pour ça. Donc, le travail à faire, c'est vraiment la déclaration de revenus au complet pour les 4 membres de la famille. Okay? Donc, le revenu, c'est la partie bleue. Le revenu imposable, c'est la partie verte. Le solde dû, c'est toute la partie rose, le calcul de l'impôt. Pour les 4 personnes, donc les 2 enfants et les 2 parents. D'accord? On va séparer ça en 2, bien sûr. Donc, ce que je vous conseille de faire pour commencer, d'accord, c'est de commencer par le rapport d'impôt des enfants. On va faire le rapport d'impôt des enfants ensemble au complet, on va le corriger, puis on s'intéressera à celui des parents après. La raison est fort simple, OK? Dans les crédits d'impôt, vous allez voir qu'il y a des crédits dans le livre, là, dans la liste des 19 crédits d'impôt, vous allez voir qu'il y a plusieurs crédits d'impôt qui sont transférables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un crédit d'impôt qui est transférable? Ça veut dire que si une personne se qualifie à un crédit,
puis qu'elle n'en a pas besoin de ce crédit-là parce que son impôt est déjà à zéro, par exemple. Mais qu'elle a quand même, tu sais, le crédit, elle y a droit, elle remplit toutes les conditions. C'est juste que pour elle, il n'y a aucune utilité. Elle n'a pas d'impôt à payer. Elle est déjà à zéro, compte tenu qu'elle a pris d'autres crédits d'impôt personnel. Ben, ce crédit-là auquel une personne se qualifie puis que tu ne peux pas utiliser, faute d'impôt à annuler, ce crédit-là, tu peux le transférer vers un membre de ta famille, ton père ou ta mère, Nathalie ou Carole. Donc, vous comprenez que si je commençais par le rapport d'impôt de Nathalie et Carole, je le faisais au complet. Ensuite, je m'en vais faire celui des enfants, puis je me rends compte que les enfants, ils ont des crédits transférables vers les parents. Ah, je m'emmerde, je l'avais fini. Je recommence mon rapport d'impôt de mes parents. Donc, ce ne serait pas productif de le faire comme ça. C'est plus productif de faire celui des enfants. On va voir les crédits qui sont transférables aux parents, puis dans un deuxième temps, on s'intéressera à celui des parents. Allez, bon travail. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me fait plaisir de vous aider. Il faut juste vous manifester. J'essaie de vous détecter en me promenant, mais je ne vois pas tout. Bon travail. Donc, il est très, très petit, là. Je vais le grossir. Ça, c'est la solution finale concernant la première partie. Je vais le grossir, puis je vais vous l'expliquer. Euh, OK. 10 minutes d'attention, les gars, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est vraiment ma réponse finale. Puis j'allais vous l'expliquer comme je vous l'ai dit. Camille, aucun revenu zéro, revenu imposable zéro. Son impôt final est de zéro. C'était prévisible. Mais le plus important, c'est qu'on a découvert qu'elle avait droit, Camille, à 1481 de crédit parce qu'elle souffre d'une déficience et la totalité de son crédit pour frais de scolarité de moins 435. C'est ça qui est important. Dans l'exercice pour Camille, on le savait qu'on arriverait à zéro. C'est pas ça qui est important. C'est d'être allé chercher des crédits auxquels Camille se qualifie, mais parce qu'elle n'a pas d'impôt, ces crédits-là vont être transférables à sa mère. Donc, tantôt, là, quand on va faire le rapport d'impôt de Nathalie, on va voir apparaître ces crédits-là. Pour Théo, c'est un petit peu différent. Théo, il y a 90 de frais de scolarité. L'exercice démontre qu'il est obligé lui-même d'en prendre une portion de 84 Je vais vous montrer comment je suis arrivé à ce chiffre-là. Et c'est pas, donc, si lui, et Théo est obligé d'en prendre une portion de 84 ça veut dire qu'il reste un 6 qu'il va transférer à sa mère. Donc, ça, c'est vraiment des crédits d'impôt qu'on va voir apparaître tantôt là, dans le rapport d'impôt de Nathalie. Donc, dans ses propres crédits d'impôt, on va voir un moins 1400, un moins 435 puis un moins 6, qui est le résultat du transfert provenant de ses deux enfants. Ah, oui? Pardon? Vous voulez rentrer? Vous êtes inscrite au cours? Ben, vous êtes la bienvenue. Entrez, entrez, madame. Euh, je t'ai vu. En passant, là, ça aurait pu être transférable à son père aussi. Là. Il y a aucun avantage ou il n'y a pas de stratégie à faire apparaître ces trois crédits-là dans le rapport d'impôt de Nathalie ou de Carole. Ça va avoir la même valeur, peu importe dans quel rapport d'impôt vous le placez. On va voir ces trois chiffres-là apparaître en moins. Moi, j'ai choisi Nathalie, parce que je suis féministe. Je voulais choisir Nathalie. Je t'écoute. OK, pourquoi Nathalie? Aucune raison. Si quelqu'un faisait le transfert vers le papa, ça serait correct aussi. Bon, je vais vous montrer ça maintenant plus dans le détail.
Oui, oui. Ben, Camille, elle ne peut pas les réclamer parce que ces crédits-là ne servent à rien à Camille. Donc, la seule option qu'elle peut faire, Camille, c'est de les envoyer dans le rapport d'impôt de un de ses parents. C'est la seule option pour Camille. Les donner à quelqu'un d'autre? Non, non, non. Le gouvernement c'est une bonne question. Le gouvernement aurait pu dire à Camille, ces crédits-là qui ne te servent pas, je vais t'envoyer un montant d'argent à la place par la poste, mais ça ne marche pas comme ça. C'est des crédits non remboursables, malheureusement. Donc, la seule utilité, c'est de réduire l'impôt, mais dans un autre rapport d'impôt, le transférer vers un autre rapport d'impôt. Oui. Non. Il y a juste deux crédits qui sont rapportables. C'est les crédits pour frais de scolarité. On va les voir dans 2 petites minutes. C'est seulement transférable. Dans le volume, il y a des petites pastilles. Quand vous voyez une petite pastille T, ça veut dire que c'est transférable. Quand vous voyez une petite pastille R, ça veut dire que c'est rapportable. Mais je vais vous le montrer dans le livre ici, là. Vous avez ici T puis R, là, puis ben, là, je n'ai pas de pastille, mais dans mon volume, j'ai des pastilles pour transférable ou reportable. OK, je vais aller vous montrer ça. On y va. Je commence par Camille, c'est la plus facile. Donc, Camille, il y a beaucoup, beaucoup de lignes. C'est surtout pour les parents. Là. Les parents, je les ai masqués. Mais en gros, là, Camille, il y a zéro. C'est des zéro partout ici. Donc, le revenu, ça, c'est le chiffre bleu. C'était zéro. Ensuite, le chiffre vert, revenu imposable, c'est zéro aussi. Ici, il y a des déductions pour des gens qui utilisent des banques de pertes. Vous allez voir, pour les parents, tantôt, ça va s'appliquer, mais pas pour Camille. C'est zéro. Donc, on s'en va dans le calcul de l'impôt, qui est plus grisonné. Première étape, mon revenu imposable dans ma table d'impôt. Évidemment, ça va donner zéro. Le crédit personnel de base, lui, il est perdu malheureusement. Donc, pour Camille, ça ne sert à rien, ce n'est pas transférable, c'est perdu. Euh, Camille se qualifie à un 1481 dû au fait qu'elle est déficiente qu'elle a une déficience physique. Camille, elle est sourde. Elle se qualifie à un crédit d'impôt de 1481. Le calcul, c'est 15 fois 9872. Je vais aller vous le montrer dans le volume. Et je vous rappelle qu'on le transfère vers la mère. Je vais aller vous montrer ça dans le volume, ce crédit-là. Ici, ici page 287. Donc, ici, donc, le crédit, c'est un crédit quand même assez généreux. Hein, c'est beaucoup, c'est un gros montant. Là. 9 860. C'est toujours 15 fois une formule, vous allez voir. Là. Donc, 15 fois, ouvrez la parenthèse. Là, il y a 9 872. Ça, c'est le crédit pour toutes les personnes qui ont une déficience mentale ou physique. S'ajoute à ça un bonus, mais si tu es mineur. Donc, si Camille avait été moins de 18 ans, le crédit aurait été bonifié. Ça n'aurait pas été 9008, ça aurait été la somme de ces deux chiffres-là. Donc, ça aurait été encore plus important. Mais là, comme Camille est mineure, toute cette partie-là au niveau du bonus, puis le fait que des fois le bonus est réduit, tout ça ne s'appliquera pas. Elle est majeure. Donc, ça va se limiter à 15 fois 9872. C'est comme ça qu'on arrive à mon fameux 1481 qui est transféré dans le rapport d'impôt de la mère, je vous le rappelle. Va pour ça? M'arrêtez sur des questions? Ensuite, donc, ensuite, Camille, c'est un peu le même principe au niveau de son crédit pour étudiante. Elle a droit à un crédit pour frais de scolarité. C'est 15 fois les frais de scolarité payés pour les études de Camille de 2900, 435. Camille ne l'utilise pas du tout. Elle le transfère à sa mère au complet. Je vais aller vous montrer les crédits pour étudiants. Ça devrait vous intéresser. Non. C'est à la page 295. Il y a c'est comme un trio. Il y a trois crédits
qui vise des gens comme vous, des étudiants postsecondaires au cégep puis à l'université. Ça ne veut pas dire que tu vas te qualifier aux trois, mais il y en existe trois. OK? Le, le plus intéressant, le plus payant pour vous, c'est le premier. C'est le Crédit canadien pour la formation. Pourquoi c'est le plus intéressant? Parce que c'est 50 le taux de crédit. Donc, en d'autres mots, c'est 50 de tes frais de scolarité. C'est pas mal plus intéressant, ça, comme crédit, qu'un crédit qui est de 15 fois tes frais de scolarité. Donc, c'est clair que la valeur du crédit est beaucoup plus intéressante ici qu'à cause du taux de crédit qui est de 50 par rapport à 15 Le problème, c'est l'âge. Il faut être âgé d'au moins 25 ans. Malheureusement, dans la classe, je pense, il y a beaucoup de gens ici qui ont moins de 25 ans, mais s'il y a des gens dans la classe qui ont 25 ans et plus, tant mieux pour vous, vous allez avoir droit à ce crédit-là. Donc, vous comprenez que pour Camille et Théo, ça n'a pas fonctionné, ce crédit-là. Le problème, c'est leur âge. Ils n'ont pas atteint 25 ans, ni Camille, ni Théo. Donc, on va se rabattre sur le deuxième crédit. J'ai vu une main levée. Peux-tu? J'ai rêvé. T'as raison. C'est toi qui le dis. Deuxième crédit, lui, donc lui, il s'applique à tout le monde. Il n'y a aucune condition. C'est juste qu'il est moins le fun, c'est 15. Donc, si, en d'autres mots, si tu n'as pas le droit au crédit à 50 à cause de ton âge, ben, on va t'offrir un crédit à 15. Là, il n'y a aucune condition. Là. Tout le monde a le droit à ça, en autant que tu sois au cégep ou à l'université. Donc, c'est 15 de tes frais de scolarité que tu as payés. Comme vous voyez ici, on vient remettre en moins dans le calcul l'autre crédit d'impôt. OK? Ils ne sont pas cumulatifs. Si tu payes des frais de scolarité, si tu payes une fois là, des frais de scolarité à l'université, on ne voudrait pas qu'à la fois tu prennes un crédit à 50 puis à la fois un crédit à 15 On ne veut pas que tu combines les deux crédits pour les mêmes frais payés. Donc, si tu as pris de l'autre crédit tantôt, ça vient en moins ici. On ne peut pas dédoubler les crédits, c'est un ou l'autre. Donc, 15 fois tes frais payés, c'est ce qui va s'appliquer pour Camille et pour Théo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là, ici? Vraiment, je vais vous souligner une couple d'éléments plus importants. Là. Donc, c'est vraiment des études, université, collège, postsecondaire. Donc, au Québec, ça veut dire à partir du cégep. C'est vraiment les frais de scolarité purs, là, le frais de scolarité que tu as payé à l'UQTR. D'ailleurs, pour le connaître, tu peux aller dans ton dossier à l'UQTR, va sur ton dossier web, dossier étudiant, cherche tes reçus d'impôts. Il y a une place où on va te dire comment récupérer tes reçus d'impôts. Puis l'UQTR t'envoie un reçu pour te dire ils sont combien tes frais de scolarité. Donc, tu vas l'avoir, l'UQTR va te le déclarer sur un reçu. Tu prends ce montant-là fois 15 tout simplement. Attention, les frais de scolarité, ça n'inclut pas toutes les dépenses connexes que les étudiants connaissent. Ça coûte cher aller faire des études, frais de transport, frais de stationnement, ton loyer, ton épicerie, tous tes livres. On sait que ça coûte cher, ce n'est pas admissible. Il n'y a pas de crédit pour ça. C'est vraiment le frais de scolarité pur que tu payes à l'université. Dernière chose par rapport à ça, vous voyez, il y a deux pastilles. Donc, je vous rappelle la règle. Tant et aussi longtemps que tu peux prendre le crédit pour réduire ton impôt, toi, l'étudiant, là, je te parle à toi, tu as l'obligation de prendre le crédit pour réduire ton impôt. Ouais, mais c'est ma mère qui paye les frais, ça serait gentil de lui transférer le crédit. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois le prendre, c'est obligatoire. Si tu as tellement de crédit que ton impôt est à zéro, là, comme on l'a dit tout à l'heure, le reste des crédits sera transférable ou reportable. Regardez, il y a deux pastilles. Transférable ou reportable. C'est toi qui choisis. C'est toi l'étudiant qui choisit. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ton 6 de, on parle de Théo, là, de ton 6 de crédit qui ne te sert pas cette année? Première option, transfère-le à quelqu'un d'autre, à ton père ou à ta mère. C'est ce que Théo a fait. L'autre option, Théo aurait pu le reporter pour lui-même. Donc, le 6 inutilisé, on aurait aussi pu le mettre dans une annexe pour pour le suivre. Puis ce 6 $-là de crédit serait resté disponible pour Théo dans les prochaines années. Donc, quand Théo va commencer à travailler, il va commencer à payer de l'impôt,
il pourrait ressortir son vieux 6 piastres de crédit pour frais de scolarité qu'il n'avait pas utilisé lorsqu'il était au cégep. Donc, c'est les deux options pour Théo. Attends, OK, je peux te donner un petit commentaire ici. Il y a une limite ici. Il y a une limite au montant que tu peux transférer à chaque année. La limite, c'est 5 000 fois 15 donc, le maximum que tu pourrais transférer à un parent par année, c'est 5 000 fois 15 Donc, je vous donne un exemple. Tu as payé 7 000 7 000 de frais de scolarité. Tu n'as aucun travail, tu n'as aucun revenu. Revenu zéro, revenu imposable zéro, tu ne payes pas d'impôt. Donc, la totalité de ton crédit pour frais de scolarité est soit transférable à tes parents, soit reportable. D'accord? Puis là, toi, tu dis, il me semble que j'aimerais ça, transférer tout mon frais de scolarité à mes parents. C'est ce que je voudrais. Tu ne peux pas. C'est trop. Tu ne peux pas transférer 7 000 fois 15 Donc, tu pourras en transférer 5, le maximum, puis le 2 000 restant, il sera reportable. C'est beau? Donc, c'est ce qui s'est passé pour mes deux étudiants ici. Je vais aller vous montrer le dernier crédit, là. Donc, Théo, ici Camille, pardon. Ah, je faisais le rapport d'impôt de Camille, là. 435, 2900 fois 15 donc c'est le crédit à 15 Ces deux étudiants-là ne sont pas admissibles au crédit plus généreux à cause de leur âge. Puis Camille, elle l'a transféré en totalité. Théo, lui, il en prend une partie. Je vais vous montrer ça dans 2 petites minutes. J'aurais peut-être dû finir. Dernière chose pour les étudiants, c'est le troisième, c'est ici. C'est plutôt pour des ex-étudiants. Quand tu as fini tes études, que tu vas sur le marché du travail, tu vas rembourser ton prêt étudiant. Et quand tu rembourses ton prêt étudiant, tu commences à payer des intérêts. Et les intérêts que tu payes sur un prêt étudiant, ça donne droit à un crédit d'impôt. Donc, les intérêts, tous les intérêts que l'on paye sur un prêt étudiant, ça donne droit à un crédit d'impôt, bien sûr, fois 15 Donc, la loi sur les études, je crois, ou l'aide financière aux études, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, exact. Il y en a c'est le seul crédit qui est comme ça. Mais tu as raison. Donc, juste pour votre information, ce n'est pas la loi de l'impôt qui dit ça, c'est la loi sur l'aide financière aux études. Je ne suis pas un expert là-dedans. Mais quand on est étudiant, on a le droit de recevoir un prêt étudiant. Vient avec ça deux privilèges. Un, tu n'es pas obligé de rembourser. Tant que tes études ne sont pas finies, tu n'es pas obligé de rembourser. Puis deux, il n'y a pas d'intérêt. L'institution financière, elle n'a pas le droit de charger d'intérêt tant que tu es aux études. Hey, c'est le fun, ça, un prêt sans intérêt, même pas besoin de le rembourser. Et moi, ça, de voir ça. Non, c'est juste pour les étudiants. Je suis d'accord avec ça. Mais quand vos études se terminent, je pense 6 mois après la fin des études, vos privilèges se perdent. Vous perdez vos privilèges. Donc là, il faut commencer à rembourser, puis il y a de l'intérêt. Donc, tu vas te ramasser dans une situation où tu vas rembourser un prêt capital-intérêt. Capital-intérêt à chaque mois. La portion intérêt, n'oublie pas, tu as un crédit d'impôt pour ça. Donc, voilà pour Camille. Donc, c'était la situation. Je peux vous juste montrer vite, vite, Camille, là. Revenu zéro à droite, là, ici. Revenu zéro, revenu imposable zéro, on le savait. Impôt zéro. Puis on a trouvé deux crédits transférables vers la mère, son crédit pour personnes handicapées et la totalité de son crédit pour étudiants. Donc, ça finit là. Maintenant, Théo. Théo, il a un petit job, 18 000 de salaire. Donc, il y a un revenu de 18 000, revenu imposable de 18 000 ici. On met le 18 000 dans la table d'impôt pour Théo, ici, dans la première tranche, ici à 15 Il y a 2 700 d'impôt à payer. Et là, je vais réduire son impôt avec différents crédits d'impôt. D'accord? Donc, le crédit personnel de base, tout le monde y a droit. Ensuite de ça, les frais de scolarité, je vais en parler à la fin. Ici, il y a des crédits pour travailleurs. Quand on est un salarié, quand on est un travailleur, vient toujours avec ça deux crédits. Ça vient de pair. Ils sont toujours ensemble. Quatre, je peux vous les montrer. Là, c'est le 17 et le numéro 18 dans le livre. Donc, il faut tout le temps les prendre ensemble, ces deux-là. OK, je vais vous les montrer.
Donc, ici, donc, les cotisations toutes les cotisations qu'un salarié fait aux différents régimes publics dont j'ai déjà parlé, là, j'en ai déjà parlé de ces régimes-là. Donc, tu prends toutes les cotisations que tu as payées, tu les additionnes, puis c'est fois 15 bien sûr. Donc, pour, pour Théo ici, il y avait des cotations de 85 et 215 fois 15 c'est ce qui va me donner mes crédits qui sont ici. Juste attirer votre attention. Dans le fond, là, c'est logique parce que quand on est salarié, peu importe le niveau de revenu, là, quand on est salarié, il faut s'imposer sur notre revenu brut. Le 18 000, là, c'est le revenu brut que l'employeur a déclaré pour Théo. Mais Théo, il n'a pas encaissé 18 000 Tout le monde sait la différence entre un salaire brut et un salaire net. Il y a une méchante différence entre que on te déclare comme étant ton salaire brut, puis ce que tu vas vraiment avoir dans tes poches au moment de la paye. La différence entre les deux, c'est que l'employeur n'arrête pas de prendre de l'argent, mon argent. Il n'arrête pas de prendre de l'argent puis de l'envoyer à différents endroits. Il est obligé de faire ça, c'est la loi. Donc, l'employeur, il prend de mon argent, il envoie à la Régie des rentes du Québec. Il en prend de mon argent, il l'envoie au RQAP. Il prend de mon argent, il l'envoie à l'assurance emploi. Ce serait pas mal injuste qu'on m'impose sur 18 000 sans tenir compte du fait que je n'ai jamais vu la couleur de cet argent-là ici. Parce que le gouvernement l'a envoyé, mon employeur l'a envoyé ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un crédit d'impôt. On va alléger mon impôt ici pour tenir compte du fait que cet argent-là, c'est bête un peu qu'on m'impose dessus. Je ne l'ai jamais eu dans mes mains, cet argent. C'est un peu ça, la logique. Puis le deuxième, c'est le suivant. Ça s'appelle le crédit canadien ici. C'est le crédit canadien pour emploi. 15 de ton revenu d'emploi, maximum 1 433. C'est vraiment un tout petit crédit. 1 433, ce n'est pas un gros montant, mais c'est mieux que rien. Donc, 1 433 fois 15 ça va me donner ici mon 215. Donc, dans le fond, là, ce que j'ai fait ici pour Camille, je répète, j'ai pris mon 2700 qui est ici. Je vais essayer de rater ça. J'ai pris mon 2700 qui est ici, mon crédit de base qui est ici. Ça, je ne l'ai pas pris pour l'instant. Puis mes deux petits crédits qui sont en bas. OK? Puis j'arrive dans le fond à un impôt fédéral de base de 84 Donc, ce que ça m'indique, ça, c'est que le seul crédit qui me reste à considérer, c'est mon crédit pour frais de scolarité. Il est de 90 et mon impôt est à 84 Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur mon crédit de 90 moi, j'ai l'obligation d'en prendre 84 Je vais grossir un petit peu, là. Donc, sur un crédit de 90 moi, j'ai l'obligation d'en prendre 84 pour abaisser mon impôt fédéral à zéro. Donc, pas 85 vous prenez 85 c'est un de trop. Pas 83 vous allez garder une pièce d'impôt. Non, 84 piles. 84 piles, c'est exactement la portion de crédit qu'il faut prendre pour ramener mon impôt à zéro. Et c'est ce qui dégage un 6 qui va se ramasser dans l'apport d'impôt de la mère. Vous êtes l'affiché. Donc, 6 transférables à l'année. Puis, Théo, à la fin du rapport d'impôt, regardez, c'est intéressant ici, son impôt final est à impôt payable zéro. Ça, c'est l'étape, la quatrième étape. Puis, la cinquième étape, c'est venir retrancher tout l'impôt que tu as déjà envoyé au gouvernement. Mais lui, sur sa petite job, là, sa petite job à temps partiel, il avait toujours bien envoyé un 90$ d'impôt au gouvernement. Donc, ça, il va le récupérer au complet. Ça, là, le rapport d'impôt de Théo, c'est votre rapport d'impôt. C'est exactement à ça qui ressemble votre rapport d'impôt, vous, étudiants. Vous avez une petite job de 18 000, peut-être même moins, 10 000, 5 000, peu importe. Votre employeur vous retient un petit peu d'impôt en cours d'année, puis vous avez une tonne de frais de scolarité.
Peut-être que vous posez la question, vous étudiants, est-ce que je devrais faire mon rapport d'impôt à chaque année? Parce que Nicolas Lemelin a dit que Nicolas Boivin a dit que les gens qui font moins de 15 000 ne payent pas d'impôt de toute façon. Donc, je pourrais peut-être ne pas faire de rapport d'impôt. Je sais que je n'en paierai pas d'impôt. Erreur. Tu dois faire ton rapport d'impôt, cher étudiant, pour les deux raisons qu'on est en train de voir. Un, mets en banque tes frais de scolarité. Si tu ne fais pas de rapport d'impôt, tes frais de scolarité payés en 2024, ils ne se mettent pas en banque. C'est comme si tu ne les avais jamais payés. Donc, mets en banque tous tes crédits pour frais de scolarité en lien avec tes frais de scolarité que tu as payés. Et deux, récupère toutes tes retenues d'impôt que ton employeur a fait. Le petit chèque de 90$, là, il est bien content de Théo de l'avoir reçu. S'il n'avait jamais fait de rapport d'impôt, il n'aurait jamais récupéré ses impôts en trop qu'il a envoyé, que son employeur a retenu en cours d'année. Donc, oui, les étudiants, il faut faire un rapport d'impôt à chaque année, même si on sait très bien qu'on va arriver à zéro, pour les deux raisons que je suis en train de vous dire. Oui. Je veux dire, si vous avez oublié de faire un rapport d'impôt dans une autre année, si vous faites un rapport d'impôt en 2024, on va le mettre en banque et vous allez pouvoir le reporter indéfiniment. Donc, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, quand vous allez commencer à travailler et avoir beaucoup d'impôts à payer, vous allez pouvoir l'utiliser enfin et réduire votre impôt. Si vous avez oublié de faire un rapport d'impôt, ce n'est pas grave. La question, elle est bonne. Je suis sûr qu'elle concerne beaucoup de gens dans la classe. Et qu'est-ce qui arrive si, je vous pose la question, est-ce que depuis votre première année de cégep, vous avez écouté mon conseil? Est-ce que depuis votre première année de cégep, à chaque année, vous avez fait un rapport d'impôt, mis en banque vos crédits, récupéré vos retenues à la source? Si la réponse c'est non, ce n'est pas grave. On peut toujours faire un rapport d'impôt en retard. C'est pas très, donc, on peut le faire, ce n'est pas très compliqué. Ça a l'air bizarre, mais un rapport d'impôt 2021, tu peux encore le faire si tu veux. Il faut juste que tu trouves tes formulaires sur le site web de l'ARC. Tu mets des zéros partout, tes revenus, tu mets zéro partout. Tu déclares tes frais de scolarité, puis tu pourras peut-être récupérer aussi tes impôts que tu as payés dans ton petit travail. On peut toujours faire un rapport d'impôt qu'on aurait oublié de faire dans le passé. Aujourd'hui, le faire, on peut toujours le faire. Donc oui, tu t'attends une fin de semaine plate qui pleut, là, tu passes 2 jours là-dedans. Samedi, dimanche, tu t'imprimes tes formulaires 2021, 2022, 2023, tu es rempli le mieux que tu peux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu envoies ça au gouvernement, puis déjà, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien faire du tout. Peu importe. Oui, le crédit pour ici, là, le crédit pour étudiants. Donc ici, 15% fois les frais de scolarité payés, il n'y a pas de limite. Donc, pour ceux que ça coûte très, très cher, les frais de scolarité, ça va devenir un crédit élevé qu'on va mettre en banque puis pouvoir utiliser plus tard. Donc, ça vaut encore d'autant plus la peine de faire attention à ça si les crédits sont, si les frais de scolarité sont élevés. Il n'y a pas de limite pour répondre à votre question. Oui, ceux qui ont plus de 25 ans ont beaucoup plus avantage à prendre le Crédit canadien pour la formation. Ce n'est pas 15% des frais de scolarité, c'est 50% des frais de scolarité en crédit d'impôt. Beaucoup plus intéressant. T'avais-tu une question, toi? Parce que là, en ce moment, on fait le rapport d'impôt fédéral seulement. Donc, le fédéral va me retourner mes impôts fédéraux. Ce qu'on ne fait pas ici, je vais répondre à ta question, là, dans la vraie vie, on ferait un autre rapport d'impôt, on l'enverrait à la province de Québec, qui ressemble à ce qu'on vient de faire, puis on récupérait nos impôts qu'on a envoyés au Québec, de la même façon. Merci pour la question. D'autres questions? C'est toutes des bonnes questions, c'est pertinent. Oui. Non, il n'y a jamais de pénalité, il n'y a pas d'intérêt ou de pénalité dû au fait qu'on produise un rapport en retard. Le gouvernement ne vous en veut pas, vous ne lui devez rien. Donc, si vous deviez de l'impôt, là, ça serait différent. Mais là, vous êtes juste en droit de recevoir des remboursements. Donc, on ne va aucunement vous pénaliser. Le gouvernement est très compréhensif. Il est très content de vous donner ce à quoi vous avez droit, même si vous le demandez en retard. Donc, vous ne paierez aucune pénalité par rapport à ça. Alors voilà la pause. Je vous rester ici si vous voulez qu'on continue à discuter. Je peux répondre à vos questions. On prend une quinzaine de minutes de pause, puis au retour, on va s'attaquer au rapport d'impôt des deux parents. À tantôt.
OK, on va regarder la réponse finale ensemble. D'ailleurs, le fichier solution, la solution, elle est affichée dans le portail de cours actuellement. Là, je viens de la faire apparaître. Si vous souhaitez la consulter dès maintenant, si vous voulez la noter pendant que je fais des explications, libre à vous d'aller l'utiliser, d'aller la chercher là. Donc, Carole, Nathalie, on a déjà parlé du revenu imposable. Donc, je vais les passer en détail, là, mais regardez juste qu'on. Donc, première étape, tu prends ton revenu imposable qui est ici, puis tu le fais passer dans les tables d'impôt qui sont en vigueur en 2024, qu'on a dans votre volume. Ça nous donne à peu près 31 000 chacun. Et là, après ça, ce 31 000-là est abaissé par une série de crédits d'impôt personnels, ce qui me donne un impôt fédéral de base, vous voyez, pas mal plus bas. Ensuite, on a l'abattement d'impôt du Québec de 16,5. On n'a pas d'autres crédits d'impôt. Puis, donc, on a nos impôts finaux de 14 et de 20 qu'on compare à toutes les retenues déjà envoyées. Donc, pour monsieur, ça fait beaucoup d'impôts à payer à la fin. Pour madame, un beau remboursement à recevoir. Donc, on va regarder ça de plus près. Donc, Carole, son revenu imposable, si on le met dans la table, donc c'est comme, dans le fond, tout le premier 55 867 fois 15 ça donne ça. Ensuite, le revenu imposable qui est entre 111 733 et 55 878 inclus, là. Donc, vous dit autrement, on peut dire, on peut prendre 111 733 qui est ici, puis dire moins mon premier 55 867 que j'ai déjà imposé dans la tranche d'avant. Ça me fait ressortir la tranche qu'il faut imposer à 20,5. Ensuite, mon 173 205 qui est ici, mais là, moi, je m'arrête à 154. Donc, je vais prendre mon 154 500 moins mon 111 133 ici, déjà imposé dans les deux premières tranches, fois 26. Vous devriez être capable d'arriver à ça, là, à peu près 31 000 pour Carole au niveau de la table d'impôt. Ensuite, le crédit d'impôt personnel pour tout le monde, 2 356. Ensuite, cette famille-là a le droit à un seul crédit pour personne à charge, en guillemets. C'est le crédit pour aidant naturel. La formule, je vais aller vous la montrer dans le volume. Le crédit, c'est 8 000, 15 fois, c'est toujours ça. 8 375 moins la lettre E. Puis le E, c'est le revenu Camille. Le revenu Camille qui est en excédent de 19 666, elle n'a même pas de revenu Camille. Donc, la lettre E donne 0. Donc, 15 fois 8 375, ça donne un crédit de 1 256. Moi, je l'ai placé à Carole. Il n'y a aucune raison, encore une fois. On aurait très bien pu le placer à sa conjointe. Ça aurait été correct aussi. D'accord? Je n'ai pas fait aucune. Il n'y a pas aucune stratégie par rapport à ça. Je vais aller vous montrer dans le volume ces crédits-là. Donc, ici, il y en a 4 crédits. 1, 2, 3, 4 sont en bleu dans le tableau. Donc, c'est des crédits, en guillemets, pour personne à charge. Donc, le gouvernement veut aider les familles qui s'occupent de quelqu'un à la maison. D'accord? Euh, donc, on va aller voir les conditions pour chacun des crédits. Mais dans mon cas, à moi, cette famille-là ne se qualifie pas aux 3 premiers. On s'est vraiment uniquement qualifié au crédit pour aidant naturel, le fameux 15 fois 8 375. Je vais vous le montrer dans le volume. Donc, ça commence ici. Crédit pour personnes mariées. Ça, c'est un crédit qui est prévu si la personne à charge, c'est ton conjoint. Si tu as un conjoint à charge. J'aime pas ça dire ça parce que ça a l'air méchant de dire ça, mais au sens fiscal. Donc, si tu as un revenu, un conjoint qui fait très peu de revenus, c'est une personne à charge au sens fiscal. Mais très peu de revenus, ça veut dire
moins que 15 705. Donc, si j'avais un conjoint qui fait 10 000 de revenus, ça serait une personne à charge pour moi, mon conjoint, puis j'aurais droit au crédit pour personnes mariées ou vivant en union de fait. D'accord? Dans notre cas, à nous, ça ne s'applique pas. Les deux conjoints font 175 000 de revenus chacun. Donc, il n'y a personne qui peut dire qu'il y a un conjoint qui fait moins de 15 000. Pour Nathalie et Carole, ce n'était pas admissible. Juste ici, dans le crédit, si le conjoint il est handicapé, la lettre C vient bonifier un petit peu le crédit en rajoutant un 2616. L'autre, ça s'appelle, c'est un copier-coller. C'est exactement la même formule. Exactement. C'est crédit équivalent pour personnes entièrement à charge. D'accord? C'est exactement le même crédit que le crédit pour conjoint, mais qu'on offre à quelqu'un qui est sans conjoint. Donc, sans conjoint, célibataire, divorcé, séparé, veuf. C'est une question d'équité, parce que le crédit pour conjoint, là, c'est quand même un crédit assez généreux. Puis c'est une question d'équité. Tu sais, si dans un couple où ils sont deux, puis un des conjoints a un faible revenu, si ça donne droit à un crédit d'impôt, imaginez une mère monoparentale avec 3 enfants. Tu sais, elle aussi, elle a des besoins criants. Je donne ça à titre d'exemple. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le crédit pour conjoint, là, ça serait un peu non équitable de ne pas l'accorder à quelqu'un qui a fait le choix d'être sans conjoint ou que la vie a fait en sorte qu'il est sans conjoint. Donc, pour cette raison-là, on dit c'est beau, si tu es sans conjoint, on te donne exactement la même chose. C'est la même formule. Puis ce qu'on veut, c'est qu'une personne qui vit avec toi fait semblant que c'est ton conjoint, puis mets-le dans cette formule-là. Donc, parmi toutes ces personnes-là, ici, là, un enfant mineur qui habite chez vous, un enfant majeur handicapé, peu importe, tu en prends un et tu le mets dans cette formule-là comme si c'était ton conjoint. Tu n'en prends pas deux, trois, là. Parce que le crédit pour conjoint, tu le prends une fois, vous devinez bien par définition. Donc, le crédit où on fait semblant, équivalent de conjoint, là, équivalent pour personne entièrement à charge, où on reproduit le crédit pour conjoint, mais c'est pour une seule personne. Donc, moi, ben, mon couple, encore une fois, Carole et Nathalie, ils sont pas, il n'y a personne là-dedans qui est célibataire, c'est un couple. Donc, ça s'applique juste à des gens qui sont sans conjoint. Donc, ce n'est pas possible dans mon cas. Troisième crédit possible, c'est un crédit pour le fait de s'occuper d'une personne handicapée mineure. Donc, il est là le problème. Les enfants de moins de 18 ans. Donc, ça, c'est un crédit qui est prévu pour chaque enfant handicapé de moins de 18 ans. Donc, comme Camille est majeure, ce crédit-là n'est pas possible. Donc, c'est 2616 fois 15 le crédit. Donc, finalement, on se qualifie à ce dernier crédit-là, ici, le crédit pour aidant naturel. Ça, pour mon couple, ça va fonctionner. Pour ma famille de Nathalie et de Carole, ça va fonctionner, je vous le montre. On a notre formule ici. Notre fameux 15 fois 8 375 moins le revenu de Camille. Pour avoir droit à ça, il faut que Camille réponde à toutes ces conditions-là. Il faut qu'elle soit majeure. C'est vrai. Il faut qu'elle soit atteinte d'une infirmité. C'est le cas. Et il faut que Camille soit dans la famille élargie de Carole ou de Nathalie. Donc, soit un enfant, petit-enfant, parents, grands-parents, frères, sœurs. Là. Vraiment, il faut que ce soit un membre de ta famille, mais au sens large. Donc, Camille, c'est l'enfant de Carole, c'est sa fille. Donc, tout est beau pour Carole ou Nathalie de prendre ce crédit-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est le seul qui était possible. Je vous rappelle, là, 8 375 fois 15 1 256 de réduction d'impôt pour Carole. Ça va pour ça? Ensuite, pour Carole, on continue. Personne âgée. Ben oui, être une personne âgée donne droit à un crédit d'impôt. Tant mieux. C'est quoi être une personne âgée? C'est pas si vieux que ça. Est-ce que vous vous rappelez l'âge? 65 ans, je pense. Plus de 65 ans. Fait que Camille, pas Camille, Carole, il y a 68 ans, je pense. Fait que ici qualifie. Oui, il y a l'âge. Il est ici qualifié. Le problème, c'est que ça va donner zéro le résultat parce qu'il y a trop de revenus. Je vais aller vous montrer la formule. À un moment donné, quand quelqu'un a trop de revenus, ce crédit-là donne un résultat de zéro. Même si tu es une personne âgée, tu es comme trop riche, puis ce crédit-là devient nul.
Je vais vous le montrer. Ici. Donc, crédit pour personnes âgées. Donc, vous voyez la formule, mais ici, là, quand on dit qu'il faut venir prendre le revenu de la personne âgée, c'est le chiffre bleu, ça. C'était combien pour 175 000 à peu près, là? Ouais, merci. On va arrondir, là. C'était 175 000. Donc, mettez 175 000 dans cette formule-là, ici, là. 175 000 moins 44 000, tout ça fois 15 puis tout ça, on le retranche de 8 790, ça donne 0. Donc, tout l'intérieur du crochet donne 0. 15 de 0, ça donne 0. Donc, comme c'est indiqué ici, là, le, lorsque le revenu excède 102 000, la valeur de la formule donne 0, ce qui est en masse le cas pour notre Carole. Oui, je t'écoute. Toute la partie bleue. On va aller voir ce que ça inclut, la partie bleue. Une bonne question. La partie bleue de Carole puis de tout le monde, c'est du salaire, des revenus de dividendes, des autres revenus, comme des revenus qui proviennent d'un fonds de pension, puis du gain capital imposable aussi. C'est good? C'est tout ça. Ensuite, ici, crédit pour revenu de retraite. Je vais aller vous, je vais aller vous le montrer ici, là. Crédit pour revenu de retraite, je vais aller vous montrer dans le livre, c'est bien simple. Quand tu encaisses un revenu d'un fonds de pension, ça te donne droit à un crédit d'impôt. Ce n'est pas une grosse affaire, 2000 pièces fois 15. Donc, c'est un crédit de 300 qu'on trouve dans le rapport d'impôt de Carole. Tout le monde se rappelle que Carole, il est retraité, qu'il encaisse un montant à chaque année de 70 000 de son fonds de pension. C'est pourquoi, lui, Carole, a droit au fameux crédit de 300 pièces. Mais sa femme, on dirait, sa femme aussi a droit au crédit de 300 dollars. Pour quelle raison? Vous souvenez-vous? Le fractionnement. Tantôt, là, quand on a dit que ce couple, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que ce couple-là avait fait le choix de prendre la moitié du 70 000 qui est ici, puis de l'envoyer dans le rapport d'impôt de Nathalie. Un des avantages de ça, c'est que ça dédouble le crédit pour revenu de retraite. Si on n'avait pas fait ce transfert-là, le crédit pour revenu de retraite, il y a juste Carole qui aurait pu le prendre. Il y aurait juste eu un crédit de 300. Là, en envoyant du revenu de retraite vers l'autre personne, tu lui déclenches, tu lui donnes droit à lui aussi à un crédit pour revenu de retraite. Donc, je vais vider ce sujet-là. Là, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment avantageux. OK? C'est vraiment quelque chose qui est avantageux. Il y a deux gros avantages. Le premier, je viens de le dire, tu dédoubles le crédit pour revenu de retraite. Donc, en envoyant un petit peu de revenu de retraite vers ta conjointe, la moitié ou peu importe, tu lui donnes à elle aussi un crédit. Donc, on a deux crédits pour le couple au lieu de juste un. C'est bon. Puis le deuxième avantage, c'est qu'on va niveler les revenus imposables. Regardez ici, ce couple-là, comment leurs revenus sont similaires. C'est ça l'idéal en fiscalité. L'idéal, la meilleure planification en impôt dans un couple, c'est d'avoir des revenus à peu près égaux. Parce que sinon, si tu as des revenus qui sont déséquilibrés, ça fait qu'il y en a un qui a des revenus imposables élevés puis qui atteint des taux d'impôt qui coûtent cher, alors que l'autre est plus bas. Donc, si on est capable d'équilibrer ça, on évite d'atteindre des taux d'impôt qui sont coûteux. Donc, regardez ici. Ça, là, si on ne l'avait pas fait, le fractionnement, là, je l'enlève, le moins 35 ici. Regardez, on serait pas mal plus déséquilibré. Si on aurait 210 pour Carole, puis 141 pour Nathalie. Ça aurait coûté plus cher en impôts, ça. C'est sûr. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'essayer de rendre ça le plus égal possible. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Donc, il y a deux avantages. Ça, d'avoir des revenus équilibrés, puis de dédoubler le crédit. Good, on continue. Pour Carole, les crédits pour frais médicaux. Ce couple-là a payé des frais médicaux. Indirectement, c'est elle qui a payé des frais médicaux. C'est Nathalie, elle a payé 3 500 pièces d'assurance
d'assurance à son lieu d'emploi. Je vais aller vous le montrer dans le volume. Premièrement, le crédit pour frais médicaux, c'est un crédit pour le couple. Ce n'est pas par personne. Donc, on prend tous les frais médicaux qui sont payés par le couple, puis on fait réclamer le crédit par une seule personne. OK? Ici, je l'ai fait réclamer par Carole. Je vais juste aller vous montrer dans le volume ce crédit-là. Ici. Crédit pour frais médicaux. Oui, je t'écoute. Ça va long. Donne-moi une petite minute. Puis je te donne la parole dans 2 petites minutes. Donc, c'est 15 fois une petite formule. Ton total des frais médicaux, mais duquel il faut retrancher 3 du revenu. Ça, c'est encore une fois, c'est notre chiffre bleu. Donc, 3 du revenu va toujours venir amputer notre crédit pour frais médicaux. C'est comme si le gouvernement disait, moi, je suis prêt à t'aider si tu payes des frais médicaux, mais il faut que tu en payes beaucoup. Il faut que tes frais médicaux soient tellement importants là, cette année que ça ait dépassé 3 de ton revenu. Si c'est le cas, là, tu dépasses 3, tu as tellement payé de frais médicaux que ça dépasse 3 de ton revenu, là, ce crédit-là va avoir une certaine valeur pour toi. Mais si tu ne dépasses pas 3 du revenu, le crédit pourrait donner zéro. Euh, je vais aller juste montrer une autre petite chose. C'est quoi des frais médicaux? C'est-tu juste tes médicaments que tu achètes quand tu vas chez le pharmacien? C'est beaucoup de choses, les frais médicaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Regardez ici. Donc, effectivement, tes frais de médicaments, mais ce n'est pas juste ça. Tu consultes des fois un médecin au privé ou une infirmière professionnelle au privé. Tu consultes tous les professionnels de la santé, des chiro, des physios, psychologues, psychothérapeutes, massothérapeutes, nomme-les tous les thérapeutes du Québec, c'est admissible. Examen de la vue, acheter des lunettes, verres de contact, ton dentiste, tu achètes une prothèse, tu prends l'ambulance. Il y a du stock, là. C'est beaucoup, beaucoup de choses. S'ajoute à ça tes primes d'assurance. Parce que c'est ce qui est arrivé ici. Il y a des gens qui ne payent pas directement leurs frais médicaux. Ils préfèrent payer de l'assurance qui, elle, va payer des frais médicaux. Mais indirectement, tu les payes, tes frais médicaux. C'est juste que tu payes une prime à un assureur qui, lui, va te payer tes frais médicaux à ta place. Donc, payer une prime à un assureur pour couvrir ses frais médicaux, c'est la même chose que payer ses frais médicaux. Donc, on les met dans la liste. C'est le cas pour mon couple hein, ici, le couple Nathalie ici, là, chez son employeur, elle a payé 3 500 d'assurance pour être couvert d'assurance médicale. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'équivalent des frais payés. Et ensuite, on retranche ici, on met ça en moins, on retranche tous les montants qui ont été remboursés par ton assureur. Je vais vous donner un exemple. OK? Euh, admettons que Admettons que ça me coûte 1000 moi, ici, là, 1000 de prime. OK? Donc, je paye 1000 à mon assureur pour être couvert de mon assurance médicaments. Donc, on met ça dans ma liste. Ensuite, je vais chez le chiro. Je vais chez le chiro me faire réparer, ça me coûte 100 me faire réparer mon dos, plus 100. Sauf que mon régime d'assurance médicaments, il rembourse 90 pas dire, mon assureur, il rembourse 90 de mes frais de chiro. Donc, je vais recevoir un chèque de 90 Tout le monde est d'accord? Donc, ça, on le met en moins 90. Donc, ça, c'est mes assurances payées. Ça, c'est mes frais médicaux payés, mais je retranche ce que l'assureur m'a remboursé. C'est logique, ça fait ressortir vraiment le coût que j'ai payé de ma poche. Ça fait vraiment ressortir combien j'ai payé de ma poche pour mes frais médicaux dans l'ensemble, y compris le jeu des assurances. Tu avais une question, toi? Excuse-moi. Toujours, toujours, toujours. Merci pour ta question. Euh, ensuite, on a des revenus de dividendes. Le crédit pour dividendes, oui. Je vais aller vous le montrer dans le volume.
ici. Euh, Jusqu'à maintenant, les revenus de dividendes, vous saviez qu'il faut les majorer. Bien, maintenant, rajouter à une couche de plus, il y a un crédit d'impôt qui vient avec ça. Donc, c'est indissociable, ça, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine. À chaque fois que vous voyez un revenu de dividende, ayez toujours en tête et la majoration et le crédit d'impôt. OK? C'est impossible que ce soit juste un des deux. Ça ne se peut pas un dividende que tu majores et qu'il n'y a pas de crédit d'impôt ou que tu ne majores pas mais qu'il y aura un crédit. Ça vient en paire. Donc, un dividende, euh, par exemple, de 100 c'est un dividende autre que déterminé. Donc, tu le majores de 15 on met 115 dans le revenu. Puis ton crédit d'impôt, ça va être 9 du dividende majoré. 9 de 115. Au niveau des dividendes déterminés, c'est 38 de majoration. Donc, si tu as encaissé un 100, on impose 138. Puis le crédit d'impôt, ça va être 15 du dividende majoré. C'est ce qui est écrit là, ici. Donc, dans mon volume, pour mon couple, c'est exactement ça qui est arrivé. Ici, Carole, 103 500, ça c'est majoré. Donc, je vais prendre 103 500 fois 9 mais ici, le dividende majoré de 1794 fois 15 c'est comme ça qu'on va calculer le crédit. Donc, 103 500 fois 9 1794 fois 15 Et finalement, Nathalie a droit à ses crédits pour travailleurs. Euh, comme on avait parlé tout à l'heure pour Théo. Nathalie, sur sa paye, elle a payé les montants maximum à ces trois régimes-là. Je vais aller vous les montrer, les montants maximum dans le volume. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce ne serait pas logique qu'on impose un travailleur sur son salaire brut, sachant très bien que ces cotisations-là, l'employé n'a jamais eu l'argent dans ses mains. Donc, 15 des cotisations payées. Vous avez les maximums ici, d'accord? Donc, quand on vous dit qu'en 2024, vous avez payé le maximum, c'est les montants qui sont là. Euh, je vais vous expliquer comment ça se passe, là. Ça, c'est les montants. Les montants maximums, on les atteint quand on fait un salaire d'à peu près 60 000 à peu près. Donc, si je fais 60 000 de salaire, dans l'année, je vais payer ces montants maximum-là. Qu'est-ce qui arrive si je fais 120 000 de salaire? Le double. Ben, après 6 mois, tu vas avoir payé déjà tes montants maximum. Parce qu'en cours d'année, en plein mois de juin ou en juin, tu vas déjà avoir gagné 60 000 de salaire, puis tes montants maximum vont déjà avoir été envoyés à chacun de ces trois régimes-là. Donc, à partir de juillet, ton employeur va arrêter de retenir ces montants-là parce que tu as déjà payé les montants maximum. Puis là, ton salaire net augmente tout d'un coup pendant l'été. Tu te demandes pourquoi. C'est pour ça, l'employeur a arrêté de faire des retenues pour envoyer l'argent au gouvernement. Il paraît que les joueurs du Canadien, ils règlent ça sur une paye. La première paye de l'année, ils payent la totalité de ces contributions-là à leur régime, puis on la paie pour le reste de la saison. Ils sont bien payés, les joueurs du Canadien? Ouais, je pense que oui. Donc, voilà pour mes contributions, puis le fameux Crédit canadien pour emploi. Voilà, s'il y a des questions qui vous m'avez posé des bonnes questions, merci, hein, merci, mais je lance encore l'invitation. Est-ce qu'il resterait des questions pour moi? Ça met fin au problème. On aura le temps de regarder ça comme il faut à la maison. Oui, je t'écoute. Oui, oui, exact. Oui, tu as raison. Ce serait une meilleure stratégie de placer le crédit pour frais médicaux dans le rapport d'impôt du conjoint qui a un faible revenu, parce que de battre 3 du revenu, c'est beaucoup plus facile si on le place dans le rapport d'impôt d'une personne qui a un petit revenu que si on le place dans le rapport d'impôt d'une personne qui a un gros revenu.
Oui. Ben, les logiciels vont le faire tout seul. Là. Le logiciel place toujours le crédit au meilleur endroit, mais c'est des choses, c'est des bons petits trucs à savoir.